après que la faillite fut ouverte du nom du Père, c'est-à-dire du signifiant qui dans l'autre, en tant que lieu du signifiant, et le signifiant de l'autre, en tant que lieu de la loi. Donc, ce que Lacan appelle nom du Père, moi je trouve ça toujours très restrictif par rapport à ce que j'appelle la fonction Père chez Freud. Nom du Père, c'est une réminiscence quand même strictement catholique. Peut-être que c'est jouet de nomination, mais je trouve pas que c'est le Père qui nomme aussi, dit Lacan. Mais bon, je trouve pas que la nomination intervienne tellement dans cette question du nom du Père. Bon. Il s'agit des deux modes de l'autre que je ne saurais exactement représenter. L'autre comme lieu du signifiant. C'est relativement facile. Je situe un autre comme ça, comme lieu, dans sa spatialité, vis-à-vis de la temporalité de la fonction Père, c'est-à-dire d'une présence de l'absence. Le Père est tué et absent, du coup, incorporé, incurgité, il est présent en tant que mort. Donc effectivement, il s'agit de la mort comme symbolique, qui se trouve au sein de chacun de nous, en termes d'organisation du sujet du narcissisme primordial. Là, dans ce schéma-là, ça ne pose pas de problème. Donc, la deuxième occurrence de l'autre, le nom du Père, c'est-à-dire du signifiant qui dans l'autre, ça reste encore dans l'autre, en tant que c'est le lieu de tous les signifiants, en tant que lieu du signifiant en général, et le signifiant de l'autre, en tant que lieu de la loi, ce signifiant de l'autre, en tant que lieu de la loi. Bon, on peut sûrement différencier ce qu'il en est de l'autre. Moi, a priori, je les différencie comme réel, imaginaire et symbolique, les autres. Au niveau des méridiens organisant la coupure entre le sujet du narcissisme primordial et l'autre. Bon. Le lieu de la loi. Où est le lieu du signifiant? Ce serait, a priori, l'autre symbolique. Lieu de la loi. C'est à discuter. Bon, quoi qu'il en soit, Lacan dit tout de suite après, nous laisserons là pour le moment cette question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, qui introduit, on le voit, la conception à se former de la manœuvre dans ce traitement du transfert. Bon. Moi, je ne cherche pas à redéfinir ce que Lacan en fait de cette dualité de l'autre, comme il me semble à le lire. Il n'empêche que insister sur le lieu, ça me ramène à la subversion du sujet dialectique du désir, et entre autres, page 806. Donc, où je vous donne l'axe de mon propos, où la structure même du clivage, la refonte de la césure, de la division subjective, objectale, signifiante, cette structure, en fait, est développée par Lacan, qui ne le sait pas, en termes de graphe du désir. Du désir au sens où le sujet du narcissisme primordial vise l'autre, dans une mise en continuité des différents méridiens qui vont du plus symbolique au plus réel, en passant par l'imaginaire, les différents méridiens qui sont les signifiants, les objets, l'autre, les symptômes, le corps. Bon. Je les ai énumérés là, vite fait dans le désordre, pour un certain nombre. Par contre, les parallèles, ça, ils sont stricts, je m'en tiens aux trois de Lacan, réel, imaginaire et symbolique. Donc, on en est à discuter
du premier état du graphe, qui se donne comme ça, avec un point de départ de cet ordre. Et je ne fasse pas d'erreur. Donc, oui, mais les points de départ, SS' et delta S barré. Bon. Ça, pour reprendre ce que Lacan en fait. Il parle là de la cellule élémentaire, s'y articule ce que nous avons appelé le point de Capiton, par quoi le signifiant arrête le glissement autrement indéfini de la signification. Par rapport à Lacan, je arrêterai de dire postérieur, bon, je ne suis pas sûr que ce soit le signifiant qui arrête la signification. Pour moi, c'est une partie immobile du signifiant, qui est de l'ordre de la représentation chez Freud, voire de la lettre en tant que fixée chez Lacan. Mais ce n'est pas le signifiant comme tel. Hein. Donc la chaîne signifiante est censée être portée par le vecteur SS'. Sans même entrer dans la finesse de la direction rétrograde où se produit son croisement redoublé par le vecteur delta S barré. Que seulement en ce dernier, l'on voit le poisson qu'il croche, qui reviendra, je dirais, dans le troisième état du graphe, moins propre à figurer ce qu'il dérobe à la saisie en sa nage vive, que l'intention, avec un T, qui s'efforce à le noyer dans le flot du prétexte, à savoir la réalité qui s'imagine dans le schéma éthologique du retour du besoin. Donc, Lacan est relativement critique à cet égard. Hein. Du besoin. Non, je peux relire. Que seulement ce dernier, donc delta S barré, l'on voit le poisson qu'il croche, moins propre à figurer ce qu'il dérobe à la saisie en sa nage vive. Cette nage peut être signifiante hein, pour moi, c'est comme ça que je parle de flux. Que l'intention qui s'efforce à le noyer dans le flot du prétexte, on n'est pas encore dans le texte, donc on ne serait pas dans le signifiant, à savoir la réalité qui s'imagine dans le schéma éthologique du retour du besoin. On n'est pas de Lacan le critique, on n'est pas dans le besoin. Ce point de Capiton, trouvez-en la fonction diachronique dans la phrase, pour autant qu'elle ne boucle sa signification qu'avec son dernier terme, chaque terme étant anticipé dans la construction des autres, et inversement, scellant leur sens par son effet rétroactif. Cette idée d'anticipation et de rétroaction est absolument essentielle, mais Lacan la situe dans la phrase. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà, c'est à l'intérieur même du signifiant. Et pour le rappeler, à l'intérieur du signifiant, ça se présente comme ça. C'est-à-dire qu'un signifiant qui n'est que supposé implique un conséquent qui l'appelle, alors supposé, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, devrais-je marquer, qu'il l'appelle effectivement à l'existence pour en dépendre, effectivement, dans une boucle qui n'en finit pas, avec constamment un ratage de l'articulation cohérente. Tu as mis S barré à la place de signifiant. Non, j'ai mis Le deuxième. ensemble vide. Après René. Oui, là, j'ai mis S barré. Bon. La rétroaction du conséquent supposé sur un antécédent qui ne vient à l'existence que du fait de cette supposition, pour moi, par anticipation déjà de son effet. Donc c'est pas parce que la flèche est rétrogrédiente que ça n'est pas anticipatoire, et la rétroaction se fait proprement dans la progrédience. Hein. Ça a l'air d'être paradoxal, mais je le dis comme ça. Puisque sinon, je rappelle qu'on part de rien. On ne peut pas rétroagir sur ce rien à partir d'un quelque chose qui ne dépend que du rien. Donc la rétrogrédience est une anticipation.
Et la progrédience, par contre, est une rétroaction sur ce qui était anticipé. Bon, c'est pour repréciser les termes de Lacan. Donc, je passe à la page 8, ça c'était page 805. Je passe à la page 806. Quand même, j'ai envie de tout lire, vous m'excuserez, mais si on saute quelque chose, après, ça va manquer. Mais la structure synchronique est plus cachée, c'est page 805 en bas, et c'est elle qui nous porte à l'origine. C'est la métaphore en tant que s'y constitue l'attribution première, celle qui promulgue le chien fait miaou, le chat fait wawa, par quoi l'enfant, d'un seul coup, en déconnectant la chose de son cri, élève le signe à la fonction du signifiant, et la réalité à la sophistique de sa signification, de la signification, et par le mépris de la vraisemblance, ouvre la diversité des objectivations à vérifier de la même chose. Voilà la structure synchronique. Ou à la même place, en fait, entendre comme ça. Donc la synchronie, elle est faite de ce qui joue dans une substitution d'éléments qui tiennent la même place dans la chaîne signifiante diachronique. Cette possibilité exige-t-elle la topologie d'un jeu à quatre coins? Voilà le genre de question qui n'a l'air de rien, qui peut donner pourtant quelques tintouins, s'il doit en dépendre la construction subséquente. Nous vous en épargnerons les étapes en vous donnant tout de go la fonction des deux points de croisement dans ce graphe primaire. Bon, si on voulait être conséquent, il faudrait lire le séminaire, hein, c'est sûr. Bon, on y reviendra par certains aspects. Sur le désir. Donc l'un connoté grand A. Donc c'est déjà la modification. On est déjà dans le graphe 2. Bon, je vais effacer ma question de base en disant bien que c'est au niveau du clivage que je pense que les graphes répondent par une tentative de structuration dont il nous faut voir ce que ça donne, et en particulier par la démultiplication des éléments dont Lacan parle, je dis habituellement de façon essentialiste, au singulier. Donc on a, bon, je ne fais pas les triangles que Lacan utilise. Donc le deuxième graphe, on va faire la même chose. Avec petit s de grand A et grand A. Et par ailleurs, S barré et grand type grand A. Étant entendu que il y a des courts-circuits qui se présentent comme ça, avec M et petit a. Bon, mais on n'en est pas là parce que, il n'empêche, si on ne peut pas, dans son texte, Lacan met la figure 2 pages plus loin que son discours. Bon. Alors, nous vous en épargnerons les étapes en vous donnant tout de go la fonction des deux points de croisement dans ce graphe primaire. L'un connoté grand A est le lieu du trésor du signifiant, ce qui ne veut pas dire du code, car ce n'est pas que s'y conserve la correspondance univoque d'un signe à quelque chose, mais que le signifiant ne se constitue que d'un rassemblement synchronique et dénombrable, où aucun ne se soutient que du principe de son opposition à chacun des autres. C'est ce que je vais dessiner comme ça dans la substitution synchronique. L'autre, connoté petit s de grand A, est ce qu'on peut appeler la ponctuation, où la signification se constitue comme produit fini. Je ne sais pas où Lacan tient, découvre, comment il constitue son choix de donner la primauté à la métaphore. C'est comme pour le nom du père, la métaphore du nom du père.
Je pense que la métaphore n'a rien de premier. Ça me gêne beaucoup. Il n'y a de métaphore que sous condition d'une métonymie, qu'une métaphore fait lien, comme une métonymie, et qu'au total, il n'y a pas de métaphore sans métonymie, même s'il peut y avoir des métonymies sans métaphore, ce qui n'est pas sans problème. Enfin, je viens de dire une bêtise, il n'y a pas de métaphore sans métonymie dans le meilleur des cas, parce que dans le délire et dans l'hallucination, on a affaire à des métaphores sans métonymie. Métonymie sans métaphore, à mon avis, c'est plutôt de l'ordre de ce qui s'oppose à la psychose, c'est-à-dire de l'autisme, et tout ce qui est renvoyé aux cieux étoilés. Vous ne seriez pas d'accord si il me semble que Lacan dit que le sujet est clivé du fait de l'autre qui n'existe pas. Je suis d'accord, mais là je suis en train de discuter de métaphore et de métonymie. Enfin, je veux dire, vous parliez de clivage justement. Oui, donc le clivage fonctionne. Moi, je défends l'idée que le clivage fonctionne à partir d'une métonymie. La fonction paire, c'est une métonymie. Et le clivage fonctionne depuis cette métonymie, à quoi il est entièrement identifié. La métaphore ne venant que spécifier, pour moi toujours d'une manière imaginaire, donc dans des cadres méridiens, ce qu'il en est d'un des constituants de cette métonymie. C'est un mode, la métaphore est un abord de la métonymie, exactement comme et le mot m'échappe là, du coup. Synecdoque, merci. Non, mais parce que c'est la béatitude future, une métonymie sans métaphore. On n'est pas ancré dans un imaginaire qui colle aux semelles. Bon, mais là, c'est la citation qui m'importe, c'est celle qui vient maintenant. Enfin, non, que je reprécise ma position sur la métonymie. J'avais fait ça il y a très longtemps. Je pense que la question de l'un se présente d'une manière métonymique, l'un père, etc., ou la métonymie de la mort. L'incorporation du père mort, c'est une métonymie. Il n'y a rien de plus métonymique que cette incorporation. Et en dehors de cette incorporation, il n'y a pas de corps significantisé. Ce n'est pas une métaphore de quoi que ce soit, seul comme ça, le corps. Donc il n'y a pas une métaphore première. Bon. C'est pour dire que parfois il est difficile de suivre Lacan. Donc les deux paragraphes qui suivent, à propos des deux points, S2 grand A et grand A. Observons la dissymétrie de l'un qui est un lieu, place plutôt qu'espace, à l'autre qui est un moment, scansion plutôt que durée. Pour moi, c'est le grand A qui est un lieu. C'est une place, plutôt qu'un espace. Et l'autre qui est un moment, c'est une scansion plutôt qu'une durée. Tous deux participent de cette offre au signifiant que constitue le trou dans le réel, l'un comme creux de recel, le grand A, l'autre comme forage pour l'issue, petit s de grand A. Pour sortir de ce qui est un coinçage, qui peut être un coinçage dans l'extension, comme j'ai tendance à le penser, ou dans le prédicatif. Donc, je lis le paragraphe suivant. La soumission du sujet au signifiant qui se produit dans le circuit qui va de petit s de grand A à grand A, pour revenir de grand A à petit s de grand A. Donc, il s'agit de ce circuit-là. Hein. Donc, on suit ce mouvement-là pour revenir comme ça.
est proprement un cercle, pour autant que l'assertion qui s'y instaure, faute de se clore sur rien que sur sa propre scansion. Moi j'appelle ça récursivité, hein. Faute de se clore sur rien que sur sa propre scansion. C'est-à-dire sur... donc Lacan est bien en train de préciser, si jamais il y avait une erreur d'interprétation, que c'est petit s de grand A qui fait scansion. Hein. Autrement dit, faute d'un acte où elle trouverait sa certitude, ne renvoie qu'à sa propre anticipation dans la composition du signifiant, en elle-même insignifiante. Sa propre anticipation dans la composition du signifiant, en elle-même insignifiante, c'est la récursivité du signifiant qui est en jeu. La quadrature de ce cercle, pour être possible, n'exige que la complétude de la batterie signifiante installée en grand A, symbolisant dès lors le lieu de l'autre, à quoi l'on voit que cet autre n'est rien que le pur sujet de la moderne stratégie des jeux, comme tel parfaitement accessible au calcul de la conjecture. Pour autant que le sujet réel, pour y régler le sien, n'a à y tenir aucun compte d'aucune aberration dite subjective au sens commun, c'est-à-dire psychologique, mais de la seule inscription d'une combinatoire dont l'exhaustion est possible. Donc, quand dans cette période-là, dans les années qui ne sont pas encore 60, reste dans une stratégie des jeux, pour quelque chose qui s'entend de Wittgenstein et Intika. Hein. Mais cette quadrature est pourtant impossible, mais seulement du fait que le sujet ne se constitue qu'à s'y soustraire et à la décompléter essentiellement pour à la fois devoir s'y compter et n'y faire fonction que de manque. À la fois s'y compter, n'y faire fonction que de manque. Je dirais que c'est en tant qu'objet qui fait fonction de manque, hein, mais c'est toujours le sujet. Donc l'autre, comme site préalable du pur sujet du signifiant. Alors, est-ce qu'il y a un pur sujet? C'est quand même une période essentialiste où Lacan met de la pureté, où il a tort de le faire. L'autre comme site préalable, c'est à voir. Hein. L'autre est posé comme préalable par un sujet qui est là dès avant. Enfin, il ne faut pas se poser la question d'une génétique de cette logique. Je considère que le sujet et l'autre se soutiennent de façon concomitante dans un mouvement asphérique où aucun des premiers n'y prend le pas sur l'autre, du sujet et de l'autre. Donc l'autre, bon, je lis Lacan, l'autre comme site préalable du pur sujet du signifiant. Il tient la position maîtresse avant même d'y venir à l'existence, pour le dire avec Hegel, donc il n'y a pas d'autre vraiment préalable, parce qu'avant même d'y venir à l'existence. Avant même d'y venir à l'existence, pour le dire avec Hegel et contre lui, en maître absolu. L'autre, c'est le maître absolu. Bon, l'occasion, Lacan dira que c'est la mort, mais à ce moment-là, c'est du côté de l'un, c'est pas du côté de l'autre. C'est à voir. Car ce qui est omis dans la platitude de la moderne théorie de l'information, c'est qu'on ne peut même parler de code que si c'est déjà le code de l'autre. Ça vaut comme, à mon avis, ça vaut comme code de l'autre que s'il y a du sujet en jeu pour le faire valoir comme code de l'autre. Or, c'est bien d'autre chose qu'il s'agit dans le message, puisque c'est de lui que le sujet se constitue, par quoi c'est de l'autre que le sujet reçoit même le message qu'il émet, et sont justifiées les notations grand A et petit s de grand A, admettons. Ce qu'on va lui-même Lacan, là. C'est de l'autre que le sujet reçoit le message qu'il émet, d'accord? Ça ne signe que la réversion du sujet de l'autre. J'aurais dû insister peut-être pour parler de l'autre comme lieu de la loi, sur le fait que cette loi, dont l'autre est un tenant, ne tient que depuis ce qui est de l'ordre d'une béance, à cet égard, qui fasse qu'il n'y a aucune causalité signifiante, proprement organisée comme signifiante, qui détermine la loi dont l'autre est le détenteur. Ça aussi, c'est la récursivité. Sinon, on est dans un droit naturel, une ontologie du signifiant
faire. Et ça s'avère complètement coinçant. Enfin, du moins, ça crée du symptôme. Message de code et code de message se distingueront en forme pure, encore, dans le sujet de la psychose, le corps, celui qui se suffit de cet autre préalable. On peut dire ça. L'autre n'est vraiment préalable que dans la psychose. L'autre est déterminant, il vaut comme maître absolu, et où ce détenteur de la codification des messages coupe ceci de toute référence à un code. Donc il y a une antinomie dans la psychose, de code à code, je dirais, du fait que les messages de code et les codes de messages sont coupés. Donc, la question de la loi. Peut-être que je devrais m'attarder un peu plus sur la question de la circularité dont parle Lacan. En donnant un autre schéma. La chaîne signifiante, elle est donnée en termes de signifiance, c'est-à-dire S1 pour ce qui viendra plus tard, et à chaque fois, le coup d'arrêt qui est donné, soit en termes de représentation, le coup d'arrêt c'est l'instance, soit la lettre, l'instance de la lettre qui fait obstacle à l'affluence du signifiant, nous ramène à une circularité, je dirais, de ce qui fait le signifiant, et de ce qui fait la signifiance. Ce que je donne habituellement à la suite de Lacan, dans les termes d'une paire ordonnée, et qui se figure tout à fait bien, dans le fait que la position globale du S1 se donne sur cette globalité que je simplifie au niveau du dessus-dessous, en même temps qu'elle vient s'opposer localement au S2. On est dans cet ordre-là. Personnellement, je pense que la circularité dont parle Lacan, c'est cette circularité meubiale, et qui s'entend tout à fait en termes de flux signifiant et de dérivation par la lettre, en quelque sorte, entre métaphore et métonymie, qui donnent des assises qui vont river le signifiant, mais d'une façon circulaire, de façon à ce que s'en organise régulièrement, donc non sans avancée, chaotique, ce qu'il en est des signifiants binaires, S, S2, S2', S2 seconde. Cette circularité part d'une scansion, qui suppose un acte, c'est-à-dire rétrogrédience et progrédience. Donc, l'acte, c'est un acte d'écriture, comme j'ai indiqué là, bon, voire un acte de représentation, ce que Freud appelle un acte psychique. Mais c'est quand même de l'ordre d'un acte d'organiser ce qu'il en est de... Bon, une fois de plus, Lacan dit anticipation et rétroaction. Moi, je préfère dire rétrogrédience et progrédience, au sens où c'est moins tant du point d'aboutissement que dépend l'antécédent que de son articulation avec ce qu'il est censé induire, ce qui l'amène à en jouer avec un décalage qui se maintient constant et qui suppose la progression. Les synchronie et diachronie aussi sont en continuité. Oui, bah,
sais pas, métaphore, métonymique. La diachronie est métonymique, la synchronie est métaphorique. C'est syntagme et paradigme. Syntagme est diachronique, le paradigme est synchronique. Donc il y a des séries de termes avec des sens différents qui se superposent sur le même schéma, c'est sûr.